Nous étudions ici la propagation des ondes. Tout d'abord, intéressons-nous aux ondes sonores et revoyons ce qu'est un son. Rentrons un peu plus dans les détails avec une simulation. On constate qu'avec une impulsion, les points matériels modélisant les molécules présentes dans l'air sont soumis à des vibrations quand la perturbation arrive à leur niveau, puis retrouvent leur position initiale. Une onde s'est propagée et la direction de l'onde est horizontale. Avec des impulsions périodiques maintenant, on met à nouveau en évidence des oscillations de ces molécules de part et d'autre de leur position d'équilibre et la direction de déplacement de chaque molécule est horizontale aussi. Ces deux directions sont parallèles, l'onde sonore est qualifiée d'onde longitudinale. Maintenant, étudions quelques caractéristiques d'une onde sonore. Nous percevons des sons de manière plus ou moins intense. L'intensité sonore caractérise l'intensité du signal reçu par l'oreille. Plus précisément, c'est une puissance sonore par unité de surface. On peut donc écrire I égale P sur grand S, et cette intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré. Mais quand deux instruments de musique jouent simultanément, l'intensité sonore est multipliée par 2, certes, pourtant, notre oreille, elle, ne perçoit pas le son 2 fois plus fort. Pour mieux rendre compte de ce phénomène, on définit alors une autre grandeur, le niveau d'intensité sonore grand L. Par grand L égale 10 log de I sur I0. Grand I est l'intensité sonore mesurée, grand I0 est l'intensité sonore de référence, et la fonction log fait référence à une fonction mathématique, le logarithme décimal. Le niveau d'intensité sonore s'exprime en décibels. L'échelle du niveau d'intensité sonore est graduée entre 0 et 140 décibels. On considère que le seuil d'audibilité est de 0 décibels, le seuil de danger autour de 90 décibels, et le seuil de douleur est défini à 120 décibels. Le bruit est omniprésent. Pour lutter contre la pollution sonore, il est intéressant d'étudier l'atténuation des ondes sonores. Dans l'expérience simulée, on enregistre le signal et on le visualise aussi à l'aide d'un oscillo. L'amplitude du signal est directement liée à l'intensité sonore. Lorsqu'on place deux micros côte à côte, le signal enregistré est identique. Mais lorsqu'on recule le micro 2, le signal est non seulement décalé, mais l'amplitude diminue. Ce qui est cohérent, quand on s'éloigne d'une source, l'intensité sonore diminue. Deuxième cas, plaçons un matériau sur le parcours de l'onde sonore. Une partie de l'onde peut être réfléchie, une partie absorbée et une dernière partie transmise. Plus le matériau est absorbant, plus l'intensité du son transmis sera faible. On peut donc distinguer deux types d'atténuation acoustique. L'atténuation géométrique, lorsque la source sonore s'éloigne. L'atténuation par absorption, lorsqu'on place un matériau absorbant entre la source sonore et le récepteur. Étudions ici deux phénomènes qui caractérisent les ondes, la diffraction et les interférences. Tout d'abord la diffraction, avec l'exemple des ondes à la surface de l'eau. Alors on utilise ici une cuve à ondes et un vibreur qui crée des ondes rectilignes.
On place devant 2 obstacles en plexiglas pour obtenir une ouverture de largeur petit a. Dans un premier temps, la largeur petit a est assez grande. Et si on compare la forme des ondes avant et après l'ouverture, on constate aucun changement. Les perturbations sont simplement limitées à la largeur de l'ouverture. On a des ondes diaphragmées. Si on mesure la longueur d'onde avant et après l'ouverture, on constate qu'on a la même valeur. Maintenant, réduisons la largeur de l'ouverture petit a. Les ondes, avant et après l'ouverture, n'ont plus la même forme. On constate ici qu'on voit apparaître des ondes circulaires. Et on peut aussi observer un changement de direction de propagation de l'onde. Les bords des vaguelettes s'écartent et forment un triangle. On dit que l'onde est diffractée. Si on mesure la longueur d'onde lambda, avant et après l'ouverture, on constate qu'elle n'est pas modifiée. Étudions un peu plus en détail l'influence de la largeur de l'ouverture petit a grâce à une simulation. Donc on travaille déjà avec une ouverture petite, on voit le phénomène de diffraction apparaître avec l'apparition d'ondes circulaires. Et maintenant, on va réduire la largeur petit a. Et on constate que plus cette largeur est petite, plus le cône de diffraction est important. Plus l'onde diffractée atteint des régions de l'espace inatteignables sans diffraction grâce à l'étalement des directions de propagation de l'onde. Après les ondes mécaniques, prenons le cas des ondes électromagnétiques avec les ondes lumineuses. Donc, par rapport au dispositif expérimental, on a une source laser qui éclaire une fente de largeur petit a et on place un écran. On constate que pour une ouverture petite, on obtient non pas un point, mais une tache. Il y a donc étalement des directions de propagation de l'onde lumineuse, c'est un phénomène de diffraction. La tache est appelée tache de diffraction avec une tache centrale et des taches latérales. Pour mesurer l'importance du phénomène de diffraction, on définit l'angle caractéristique de diffraction θ. L'angle qui est représenté sur le schéma. Donc maintenant, pour une largeur d'ouverture petit a fixe, on va faire varier la longueur d'onde de la source lumineuse. Plus précisément, on va la diminuer car on passe du rouge au bleu. On voit tout de suite que la largeur de la tache de diffraction, et notamment la largeur de la tache centrale, diminue. L'angle caractéristique de diffraction diminue aussi. Voilà, donc maintenant nous allons revenir à la longueur d'onde initiale, correspondant à la radiation rouge. Et pour cette longueur d'onde, on va diminuer la largeur de la fente. Et dans ce cas, on voit que la tache de diffraction augmente, et donc l'angle caractéristique de diffraction θ aussi. Ainsi, le phénomène de diffraction dépend de la longueur d'onde lambda de l'onde incidente, mais aussi de la dimension petit a de l'obstacle ou de l'ouverture. Plus précisément, on peut définir donc l'angle caractéristique de diffraction, qu'on peut encore nommer écart angulaire, par l'expression θ égale lambda sur a. Et cette expression est cohérente avec ce qu'on a pu observer dans la simulation précédente. Effectivement, plus θ diminue, plus lambda diminue, et bien plus l'angle caractéristique de diffraction θ diminue. Et au contraire, si la largeur a diminue, θ va augmenter. Deuxième propriété importante des ondes, les interférences. Alors, on vient de voir que lorsqu'une onde lumineuse traverse une fente, on observe une tache de diffraction avec une tache centrale et des taches latérales. Ces taches ont une intensité lumineuse homogène. Maintenant, la source laser ne va plus éclairer une fente, mais 2 fentes très rapprochées. Donc on a toujours la tache de diffraction,
mais les taches, et notamment la tache centrale, ne sont plus éclairées de façon homogène. On a alternativement des franges brillantes et des franges sombres. À noter aussi que ces franges sont équidistantes. Alors, comment expliquer ce phénomène? Alors, à chaque point P de l'écran, situé dans la zone d'interférence, il va y avoir superposition de deux ondes, une issue de S1 et l'autre issue de S2. Ces deux sources, en général, sont issues d'une même source grand S. On dit alors qu'elles sont cohérentes ou synchrones. Ainsi, les deux ondes qui vont arriver au point P auront la même longueur d'onde, lambda, et un déphasage constant l'une par rapport à l'autre. Donc on va étudier dans un premier temps le point P qui se trouve sur une frange brillante. On constate que les ondes arrivent à ce moment-là en phase et la superposition de ces deux ondes crée une onde résultante de grande amplitude. L'intensité lumineuse est maximale. Maintenant, lorsque le point P se trouve sur une frange sombre, on voit que les deux ondes arrivent en opposition de phase. Le maximum de l'un correspond au minimum de l'autre. Et leur superposition crée une onde résultante d'amplitude nulle. Elles se détruisent, l'intensité lumineuse est nulle. Quand les ondes arrivent en phase au point P ou au point M, on parle alors d'interférence constructive. Par contre, lorsqu'elles arrivent en opposition de phase, eh bien, elles se détruisent mutuellement. On parle à ce moment-là d'interférence destructive. Pour déterminer les conditions d'interférence, on doit définir la différence de chemin optique delta. Donc si on se base sur ce schéma-là, on voit tout de suite que cette différence de chemin optique delta, qui correspond à la différence de parcours au point M des deux ondes, eh bien, c'est tout simplement S2M moins S1M. Et on peut montrer que si cette différence de chemin optique delta est égale à k fois lambda, k est un nombre entier, eh bien, on aura à ce moment-là des interférences constructives. Par contre, si cette différence de chemin optique est telle que delta est égal à k plus 1,5 fois lambda, eh bien, on sera dans le cas d'interférence destructive. Alors, ce phénomène d'interférence, il est valable pour n'importe quel type d'onde. Donc, on vient de voir le cas des ondes lumineuses, mais on peut prendre aussi le cas des ondes mécaniques, comme les ondes à la surface de l'eau. Donc, avec une fente, eh bien, on retrouve des ondes diffractées. Et quand on va utiliser cette fois-ci deux fentes, eh bien, on peut constater que pour certaines positions de la surface de l'eau, il y a des vaguelettes bien plus conséquentes. Ce sont donc des zones où les deux ondes se renforcent car elles arrivent en phase. De même, il y a des zones où les vaguelettes auront disparu car les ondes se seront annulées. Pour conclure, les phénomènes de diffraction et d'interférence sont des propriétés caractérisant toute onde, aussi bien des ondes électromagnétiques que des ondes mécaniques.